sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Au programme de ce jeudi 20 avril, le journaliste et auteur québécois Denis Martin Chabot est sur le plateau. Il est en Floride également pour parler de son prochain livre consacré à Dave Courage, le fils de Denis et d'Yvonne Courage de Destination Soleil. On en reparle en première partie de cette émission. Et puis en seconde partie, nous allons parler des camps d'été organisés par le lycée franco-américain de Cooper City. Joël Angerville sera sur le plateau pour nous détailler toutes les activités que vos enfants pourront effectuer cet été. Ne bougez pas, on revient juste après la météo où on annonce de belles éclaircies pour aujourd'hui sur Hollywood en début d'après-midi. Ce matin, le temps reste bien couvert avec quelques pluies. Côté Mercure, il fait actuellement 24 degrés, ce qui fait 76 degrés Fahrenheit. Et on attend jusqu'à 27 degrés, 80 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin et ce matin, mon premier invité, c'est Denis Martin Chabot. Bonjour Denis Martin. Bonjour. Alors du coup, vous êtes auteur et journaliste québécois. Vous êtes ici pour présenter votre prochain livre. En fait, je suis ici pour travailler sur le prochain livre qui va paraître au mois de septembre. Donc en pleine écriture, il vous reste peu de temps, c'est ça, pour le boucler. On va en reparler, donc il est consacré à la vie de Dave Courage, le fils de Denis et d'Yvonne Courage de Destination Soleil. On en reparlera juste dans quelques instants. Tout d'abord, on va parler de votre carrière. Vous avez fait 32 ans, c'est ça, à Radio-Canada Oui, j'ai commencé très jeune, hein, vous imaginez, je blague. Oui, j'ai fait 32 ans et demi en fait à Radio-Canada. La télévision que les Québécois connaissent ici, la radio, la télévision publique du Canada. Très connue, oui. Donc, j'ai travaillé comme journaliste aux infos, aux affaires publiques. J'étais présentateur à la radio, à la télé, j'ai fait le web. En fait, vous avez fait tous les supports, finalement. Oui, oui. Et puis, ce qui est bien, parce que je pense que quand on est journaliste, on connaît tout, mais on est expert en rien. Alors, c'est à peu près ça.
C'est bien résumé, c'est très, très joli. Et du coup, donc, vous avez fait 32 ans de carrière voilà, à Radio-Canada. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire des livres, à vouloir vous lancer en fait dans l'écriture parce qu'il y a des livres autobiographiques, celui de Richard Abel notamment, et puis il y a également des romans. Donc qu'est-ce qui vous a vraiment incité à écrire tous ces livres? En fait, je pense que au départ, la vraie histoire, dans le début des années, fin des années 90, j'avais pris une formation en écriture dramatique, il faut le faire. À l'Université de l'Alberta, j'étais posté à Edmonton parce que je trouvais que mon écriture était terne comme journaliste en ondes. Alors peut-être que... Terne dans quel sens? Ça manquait un peu d'émotion, de jazz. C'était pas assez jazzé, là. Hein? Alors peut-être qu'en faisant une formation comme ça, j'apprendrais... à mieux écrire. Et en même temps aussi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Alors, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui parlaient de ce que moi j'aimais, très peu. Alors, en tant qu'homme gay, ouvertement gay, je le dis, je lisais beaucoup de... Vous trouviez rien qui vous correspondait? Il y en avait quelques-uns. Il y a du Michel Tremblay qui a été fait au Québec. Il y en avait quelques-uns, mais de mon époque, qui parlait de moi, de ma génération, qui est différente de la vôtre, évidemment, mais de ma génération, il y en avait très peu ou pas du tout. Et un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, là, pourquoi tu n'écris pas toi-même ton roman? Puis comme ça, on va arrêter d'en parler. Et je me suis mis à écrire ça. Alors, j'ai commencé à écrire en 2003. Donc c'est Sainte-Catherine-Est, Maître Baudry? Oui, en fait, j'ai écrit les... Oui, et puis le deuxième qui s'est fait à peu près en même temps. Je vous dirais 2003 jusqu'en 2015. Ah oui. Alors, j'ai publié le deuxième, donc le premier en 2015, le deuxième en 2016. Et c'est écrit sous forme de chronique. Certains l'ont comparé aux chroniques de San Francisco, d'Armistead Maupin. Et je raconte donc l'histoire de plusieurs hommes, de plusieurs femmes à Montréal dans les années 80, 90, 2000. Pourquoi Montréal? Parce que c'est là qu'il y avait le centre, le village gay, le quartier gay, le Castro de Montréal, si vous voulez. Et par la suite, donc, j'ai mis tous ces personnages ensemble, je les suis, donc l'arrivée du sida, l'arrivée des thérapies. Et ça se termine en 2010. On m'a demandé un 3e tome. Je ne suis pas rendu là. Pour le moment, je n'avais pas prévu de 3e tome. Donc, vous arrêtez à 2 tomes pour l'instant? Pour le moment, de cette série-là, j'ai écrit autre chose comme roman. Et oui, ça parle de personnages, la plupart sont gays ou LGBTQ+, comme on dit maintenant. Mais les thèmes demeurent toujours universels. Je pense que dans la vie, on veut tous être aimés, on veut tous aimer, on a peur de mourir, on a peur de vieillir, de se retrouver seul. C'est ça le message que vous souhaitez faire passer finalement dans vos livres? Justement, il n'y a rien vraiment de différent, parce que je n'écris pas pour la communauté LGBTQ+, j'écris pour tout le monde. Oui, justement, quel est votre lectorat finalement? Enfin, quelle est la cible de vos livres? Alors, moi, en fait, j'aimerais que tout le monde me lise, hein, c'est le rêve de tout auteur, mais je me rends compte que les gens qui me lisent beaucoup, ce sont des femmes, de 30 à 60 ans. C'est lorsque je fais les salons du livre, les événements littéraires, ce sont ces personnes-là qui viennent me voir et qui me disent, ou qui achètent mon livre, ou qui l'ont lu et qui m'en parlent. Mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi dans la communauté gay, un peu partout, mais disons que j'ai beaucoup de femmes de 30 à 60 ans qui me lisent. Donc, des romans, mais également des autobiographies. Vous avez été co-auteur avec Richard Abel de Mon histoire en noir et blanc. Richard Abel qui est très connu ici. Alors, Richard et moi, on est des amis de longue date. J'étudiais à l'Université Carleton à Ottawa et puis lui, il jouait du piano de l'autre côté de la rivière à Hull. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, on s'est perdu de vue. Et puis un jour, son gérant m'a contacté, Richard m'a contacté, j'aimerais faire une biographie. Et je me demandais qu'est-ce qu'il a raconté, ce gars-là. Et finalement, il a une très belle histoire. Beaucoup à raconter. Et je pense qu'il en a parlé en long et en large ici déjà, mais juste le fait de cette enfance dans une pauvreté, une violence abjecte. Il s'est confié sur le plateau de Rendez-vous Matin également. Et je pense que là, moi, ça m'avait tellement interpellé et j'ai parlé à sa maman qui m'a raconté ce qu'elle a vécu. Et je me disais, ce livre-là, au-delà de l'histoire de Richard Abel, c'est aussi un témoignage qu'on peut s'en sortir. Et c'est quand même important parce que les gens qui sont pris là-dedans... il y a beaucoup d'espoir, c'est ça? Il y a beaucoup d'espoir à avoir là-dedans, oui. Et puis j'ai écrit aussi Maman Nicole. Donc ça, c'est une belle expérience également que vous avez à raconter sur Nicole Pajot. Oui, Nicole Pajot, c'est une Québécoise qui vivait à Edmonton et qui s'est sentie interpellée à la suite d'un événement. À Edmonton, il y a une communauté francophone, il y a beaucoup de Rwandais qui habitent là, d'origine, et ils faisaient une célébration c'était le 10e anniversaire du génocide de 1994. Donc ça, c'est Maman Nicole, oui. Et elle s'est sentie interpellée. Elle est partie, elle a tout laissé derrière à l'âge de 60 ans. Elle est allée partir une organisation non gouvernementale pour s'occuper des femmes victimes du génocide qu'on laissait dans la rue, qu'on laissait pour compte. Elle est restée là pendant 7 ans. C'est vraiment une histoire d'abnégation, de don de soi.
Nicole, maintenant, elle est beaucoup plus vieille, elle ne peut plus faire ça. Maintenant, elle habite en France, elle s'occupe d'autre chose. Mais ces années-là, c'était tellement beau de voir. Et moi, je l'ai rencontrée. Justement, vous l'avez rencontrée à quel moment? Ça s'est passé où? Ça, c'est vraiment bizarre. J'avais obtenu une bourse de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et je suis allé faire un reportage sur des médicaments antirétroviraux génériques que le Canada envoyait donc au Rwanda. Ouais. Okay. Et que, bon, le programme gouvernemental était pour cesser. Et on était voir qu'est-ce qui était pour arriver, qu'est-ce qui se passait, comment les gens vivaient ça. Et j'ai contacté Nicole, que je connaissais comme ça. Puis je lui ai dit, écoute, je sais que tu es au Rwanda, peux-tu me trouver des gens, peux-tu m'aider? Et lorsqu'on s'est vu sur place, je vous dis tout de suite, ça a été un coup de foudre, un coup de foudre d'amitié. J'ai adoré cette dame. Et puis, lorsque ma propre mère est morte en 2011, elle m'a laissé un petit peu d'argent et puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je dis, bien, je vais écrire un livre. Parce que ce livre aussi, c'est un livre sur le féminisme. C'est un livre sur la solidarité entre êtres humains, entre femmes et entre êtres humains, peu importe les origines, peu importe les hémisphères. Et je trouvais que c'était important d'en parler, que les gens avaient besoin de savoir que oui, toi, comme individu, tu peux faire une différence dans ton petit geste quotidien ou dans ton grand geste comme elle le fait. Donc finalement, vous touchez pas mal des thèmes totalement différents, vous essayez de toucher un petit peu, d'aller sur tous les tableaux. Dès que je suis allumé, là on commence. Alors dès que quelque chose m'interpelle, je suis allumé sur un sujet, alors j'y vais. Vous avez l'écriture facile, c'est fluide? Faut travailler. Je pense que ça serait mentir de dire que tout va bien. Surtout les romans, ça me prend un an et demi à écrire un roman. Mais c'est plus facile pour moi d'écrire des biographies parce que ça se rapproche du travail de journaliste. Et là, je travaille avec des faits et non pas des choses que j'invente. Alors ça, c'est autre chose. Alors, je ne peux pas changer les faits, je dois vivre avec et je m'organise pour qu'ils fonctionnent, alors que dans un roman, c'est autre chose. Et sur votre prochain roman, enfin votre prochain livre plutôt, vous vous appuyez sur des faits, donc c'est sur la vie de Dave Courage. Oui, alors Dave Courage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de Yvonne Vigneault et de Denis Courage, ici en Floride. Et puis, il était technicien de scène en 2012, lorsque la première ministre, Pauline Marois, a été élue première ministre du Québec. Il y avait un rassemblement politique. Lui, il attendait à l'extérieur, puis il y a un type dérangé qui est arrivé et qui a fait feu. Et Dave a reçu la balle. En fait, il y a quelqu'un qui est mort et lui a reçu la balle par la suite. Et Dave, il avait quand même que 27 ans à l'époque. Et il le dit dans le livre qui va paraître, sa vie est ruinée parce que Dave a des blessures qui le mettent en douleur constante, chronique. Même s'il le nie, il vit quand même son choc post-traumatique depuis ce temps-là. Et donc, on raconte cette histoire-là. On raconte aussi quand même que c'était un attentat politique, ce qui est quand même grave dans un pays pacifique comme le Québec. Et donc, c'est un livre qui va donc raconter cette histoire-là. Et à travers Dave, on va aussi se rendre compte de l'ampleur de cet événement-là. Donc, vous zoomez vraiment sur ce fait? Oui, pour raconter la vie de Dave. C'est sûr qu'on va raconter, on s'entend qu'on ne fait pas une biographie de Dave Courage. Il n'a que 32 ans, il n'aura que 32 ans à l'apparition. Mais son histoire, son récit vaut la peine d'être raconté. Et à travers ça, on va découvrir aussi un peu comment les gouvernements sont négligents vis-à-vis des gens comme lui. Comment c'est difficile de trouver la paix après un événement comme ça. Ce n'est pas évident finalement pour vous de rentrer sur ces thèmes-là, d'écrire sur ces sujets? Bien, parce que Dave, moi j'ai été le premier journaliste qui l'a interviewé après son accident. Et il était sur son lit d'hôpital, en fait son lit à la maison à ce moment-là. Et on a fait une entrevue et à ce moment-là, il n'y avait aucune aide. Personne ne s'occupait de lui. Il a pris une balle pour la première ministre, il n'y avait personne qui s'occupait de lui. On a sorti le reportage et je vous jure, c'est arrivé comme ça. Il a été diffusé à 18h aux infos et à 18h10, j'avais un appel pour me dire que les choses étatais pour changer. Alors quelqu'un au gouvernement avait agi et puis j'ai même eu une entrevue plus tard avec laquelle j'ai pu faire une autre version pour les infos de 22h. Et je vais vous dire que ce n'est pas moi qui ai changé les choses, mais c'est quand même, je l'ai exposé le problème. Et depuis ce temps-là, je pense qu'il y a eu cette espèce de relation entre nous. Je l'appelais souvent pour voir ce qui se passait. Et j'ai fait plusieurs reportages sur lui. Puis un jour, j'ai dit peut-être qu'il faudrait raconter cette histoire pour ne pas qu'on oublie qu'il y a eu quelqu'un qui a pris une balle pour un politicien au Québec et qui se retrouve maintenant avec une vie, comme il le dit lui-même, sa vie a été gâchée. Donc ce livre est intitulé Courage, Dave Courage, et il sera publié à la rentrée prochaine, c'est ce que vous disiez. Et vous êtes le premier à qui je dévoile le titre du livre. Les téléspectateurs sont maintenant au courant également. Courage, donc, Dave Courage à se procurer dès le mois de septembre. Dès le mois de septembre. Il sera ici en Floride, je suis certain. Pour terminer, vous êtes en dédicace, c'est ça, ce week-end? Oui, parce que Yvonne a décidé d'organiser. Yvonne Courage donc, a insisté pour que vous ayez une séance de dédicace. Les photos seront à retrouver sur Destination Soleil, forcément. Effectivement. Et la promo se passe à Alegria. Raison
Hollywood. Grillant, c'est 2009 Harrison Street. C'est un 6 à 8. Alors, venez me voir, venez me rencontrer. J'ai quelques exemplaires de mes livres que je peux vous vendre et dédicacer. Ouais. Et puis, c'est une rencontre aussi avec les gens. C'est toujours plaisant quand on est quelque part de rencontrer. Il faut en profiter. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Denis Martin, d'être plaisir. venu sur notre plateau ce matin. Je vous remercie. Au revoir. Ne bougez pas, on se retrouve juste après la publicité pour parler des camps d'été organisés pour vos enfants donc, cet été. Une interview avec Joël Angerville qui a été enregistrée la semaine dernière. Ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et pour cette partie de l'émission, nous allons vous donner quelques conseils pour occuper vos enfants durant l'été. C'est sûrement l'une de vos questions actuellement. Et pour répondre à cette question, je reçois ce matin Joël Angerville. Bonjour Joël. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes la directrice des activités au lycée franco-américain de Cooper City et c'est vous qui êtes en charge de ces summer camps organisés chaque année. Vous vous en occupez depuis une quinzaine d'années, c'est bien ça? C'est exact. Donc, merci de m'avoir aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir de venir discuter de notre camp d'été. Et justement, comment ça se passe ces camps d'été? Comment ils s'organisent? Donc, cette année, précisons que ça débute le 12 juin jusqu'au 4 août. C'est exact. Il y a 4 sessions de 2 semaines à chaque fois. Comment s'organisent vos camps d'été au lycée franco-américain? Ok, cette année, on commence avec les tranches d'âge entre 4 ans et 12 ans. Donc, comme tu viens de le mentionner, nous avons 4 sessions différentes et chaque session est divisée par semaine. Donc, une session est égale à 2 semaines. Et pendant ces sessions-là, nous allons organiser des jeux, du jardinage. Nous avons un petit lac à côté de l'école qui nous permettra de faire un petit peu de la pêche. Et donc, on va cuisiner, faire de la gymnastique, danser, faire du théâtre. Donc, beaucoup d'activités. Chaque année, est-ce qu'il faut se renouveler? Il faut trouver de nouvelles activités? Comment ça se passe en fait pour occuper tous ces enfants? On garde plus ou moins les mêmes activités, mais on adapte par rapport à l'âge des enfants. Et donc, vous les trouvez où en fait, vos activités? Parce que comment ça se passe en fait? Comment vous vous dites pour telle ou telle personne, tel ou tel enfant, on va pouvoir les occuper comme ça? Vous les trouvez où ces idées d'activités? Sur Internet. Donc, nous avons déjà ces activités, comme je disais. Donc, par rapport à l'adaptation de l'âge, on regarde un petit peu ce qu'il y a sur Internet et on l'adapte à ce que nous avons. Et ça se passe comment en fait pour les enfants? C'est-à-dire que quand ils souscrivent, quand leurs parents souscrivent à une session de camp d'été dans votre établissement, une journée type, ça se passe comment pour un enfant? Eh bien, on commence le matin à 9 h, donc tous les jours c'est de 9 h à 5 h.
Et les enfants, on les accueille quand ils arrivent. Et 2 fois par semaine, nous avons des cours de français intensifs, c'est-à-dire qu'on aide les enfants, surtout les enfants qui ne parlent pas du tout français. Donc, on leur apprend à communiquer en français, les communications de base, c'est-à-dire comment se présenter, comment dire son âge, quel est le temps qu'il fait, des choses basiques. Et à partir de là, on enclenche avec les activités dans l'après-midi. Parce que finalement, vos camps d'été ne sont pas ouverts qu'à vos élèves, en fait, qu'aux élèves du lycée franco-américain. C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Donc de 4 à 12 ans, français, étrangers. Et donc c'est pour ça, vous mêlez également les activités ludiques. Vous leur faites beaucoup d'activités avec eux, c'est ça? Parce que c'est important d'avoir des activités comme ça, ludiques, avec les enfants durant le camp d'été? Oui, tout à fait. Ça leur permet de bien s'amuser, de pouvoir revenir l'année suivante. Parce que les enfants, ils sont déjà en vacances, donc on fait en sorte, en même temps qu'ils s'amusent, en même temps ils s'apprennent. Donc apprendre les bases du français pendant l'été, moi je trouve que c'est merveilleux. Surtout pour les parents qui aimeraient que leurs enfants apprennent une deuxième langue. Donc on parle d'apprendre la langue, ça on va y revenir un peu plus tard, mais justement par rapport aux activités, vous parliez de théâtre, de danse, c'est assez ludique et puis enrichissant également à titre personnel pour les enfants. Parce que tout le monde ne sait pas danser ou tout le monde ne connaît pas le théâtre, donc on peut être un peu impressionné dès le début, mais pour vous c'est important de mettre ces activités-là en avant? Oui, tout à fait, surtout ils apprennent avec les autres, c'est clair, ils sont un petit peu intimidés, parce que déjà à la base notre école c'est une école... Il y a de la danse qui fait partie du programme et du fait de l'incorporer pendant l'été, la danse et le théâtre, ça permet aux enfants de pouvoir s'exprimer. C'est vrai qu'on le fait en français, mais on essaie de garder, par exemple, s'ils doivent faire des petits sketchs, on garde le dialogue très simple, des mots, des phrases très simples afin qu'ils se sentent intégrés et puis qu'ils soient Exactement. pas... Oui. Et on les met par niveau, parce qu'on ne va pas mettre un qui parle déjà la langue couramment avec un qui ne le parle pas du tout. Donc ça permettra qu'ils se sentent à l'aise. Et justement, quels sont les avantages de mettre ces enfants dans des camps d'été comme ça? Bien, ça leur permettra d'être en contact avec une deuxième langue. C'est pas parce qu'ils vont passer 4 semaines, pas 4 semaines, mais 1 mois et demi dans notre camp qu'ils vont parler français. Mais au moins, ils vont l'entendre à l'oreille et ça leur permettra d'avoir une petite base. Parce que vous parlez d'1 mois et demi, mais les enfants peuvent venir pour 3 jours, 4 jours, ça se passe comment en fait? Ils sélectionnent leur session parce qu'ils ont cette possibilité de faire à plein temps 5 jours, du lundi au vendredi. Mi-temps 3 jours, donc ils sélectionnent le jour qui les intéresse, et ensuite 2 jours. C'est à des tarifs différents, bien sûr. Bien sûr. Et combien d'enfants sont accueillis dans ces camps d'été? Sur une journée, vous êtes plusieurs encadrants pour vous en occuper. C'est par groupe de combien d'enfants en fait? Au total, l'année dernière, nous en avons eu une quinzaine. En même temps, donc encadrés? En même temps, encadrés par des différents... oui, des accompagnateurs. Enfin, exactement. C'est ce que vous faites au quotidien. Oui. Et donc, vous faites ça depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a intéressé à vous occuper de ces camps d'été, de vous occuper des enfants comme ça, d'organiser un petit peu toutes ces activités? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier aujourd'hui? J'ai toujours travaillé avec les enfants parce que j'ai passé mon BAFA en France et j'avais commencé avec accompagnatrice, ensuite j'ai été intéressée à faire le BAFA, donc depuis lors, je travaille avec eux. Est-ce que vous êtes originaire de Marseille, c'est bien ça? Oui, grandi en France, oui, d'origine haïtienne. Et du coup, de venir aux États-Unis, quelle a été la différence par rapport à votre formation en France, par rapport à votre vie à Marseille, par rapport à votre métier, bien évidemment? Du fait que je travaille dans une école franco-américaine, je n'ai pas trop vu la différence. Donc, ça m'a permis d'intégrer ce que j'ai appris dans le métier que je fais maintenant. Donc au quotidien, vous encadrez ces enfants, voilà, vous essayez de leur transmettre la beauté de la langue française finalement, c'est ça? C'est clair, oui, c'est exact. C'est important que tous ces jeunes Américains ou étrangers apprennent cette langue? Oui, tout à fait. Des années de cela, on n'a pas trop vu l'engouement pour les Américains pour apprendre une deuxième langue en fait. Mais depuis quelques années, nous avons vu un petit peu plus de personnes intéressées
Parce que dans les autres écoles américaines, ils commencent la deuxième langue un petit peu plus tard dans leur scolarité. Et du fait que nous, au lycée, on propose ça dès le départ, donc ça les intéresse plus ou moins. Et nous avons aussi des hispaniques qui sont intéressés par la langue française. Très bien. Donc je vous laisse rappeler les dates de ces camps d'été pour que nos téléspectateurs puissent inscrire leurs enfants. Oui, c'est du 12 juin jusqu'au 4 août et c'est de 9h à 5h. 9h à 5h. Oui, du lundi au vendredi. Donc 4 sessions. 4 sessions. Et ça s'adresse aux enfants de 4 ans à 12 ans. Très bien. Merci beaucoup Joël Longerville d'être venu sur notre plateau pour nous détailler tous ces camps d'été disponibles au lycée franco-américain de Cooper City. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve juste après la publicité. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast, vous le savez, sur notre page Facebook, floride.tv, ou en rediffusion dès cet après-midi, 3h, ce soir à 7h30, ou encore pour les plus courageux à 1h le matin. Et puis, si vous aussi, vous souhaitez commenter, rebondir, réagir par rapport à cette émission, ou tout simplement venir assister à son enregistrement, ou passer sur le plateau en invité, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre adresse mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de cette journée et nous on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine